Alizée Littér est bien partie pour l'être d'une des grandes écrivaines de sa génération, de celles que l'on lit dans les livres scolaires. C'est ce que Libération a dit de vous, Alizée Littér. Ça fait plaisir quand on lit des portraits comme ça. Oui, évidemment. Et puis l'idée, en fait, de cette transmission à des générations futures et qui ont l'air situées assez loin dans le temps, je pense que ça... Oui, ça remplit clairement un rêve que j'ai, de ne pas savoir, de même pas pouvoir imaginer qui lira mes livres, mais qu'ils seront lus bien après mon temps. C'est clairement un fantasme d'autrice, oui, bien sûr. D'ailleurs, on va parler du temps dans le nouveau livre. L'art de perdre, évidemment. Prix du livre inter, concours lycéen, les récompenses, le public, les lecteurs. Ça impressionne quand on a comme ça des gens qui, quand on écrit, on sait qu'ils sont là, qui attendent. Oui, un petit peu. Et puis cette peur aussi d'être identifié à un livre, celui par lequel les lecteurs et les lectrices m'ont connu. Et comme moi, j'écris des livres très différents, cette peur de me dire mais je vais les décevoir, parce qu'en fait, pour ceux qui ont lu Sombre Dimanche, je suis l'écrivaine de la Hongrie. Pour ceux qui ont lu L'Art de perdre, je suis l'écrivaine de l'Algérie. Et quand j'écris sur autre chose, est-ce que je vais les perdre ? Oui. D'ailleurs, vous avez dit, alors dans une interview, j'ai eu mon tube, mon tombé la chemise, c'est ce livre, L'Art de perdre. Alors maintenant, après un tube, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un autre livre, hein. C'est ça, mais j'avais lu une interview où Zébuda disait à quel point justement ce tube et le succès de ce tube les avait pris par hasard, et même un peu à rebrousse-poil, et qu'ils ne savaient pas comment se dépêtrer de ça. Et je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce tube qui nous écrase presque, tellement il est devenu connu, même si on l'aime, il est un peu écrasant. Je vais vous dire ce qu'on fait. On fait comme un empire dans un empire. Alors, on fait un livre qui s'appelle comme ça. Alors, ce qui n'est pas un titre évident, comme ça, au premier abord, hein, mais c'est un livre qui parle de l'engagement. C'est un livre qui parle de deux personnages, principalement, que le monde laisse insatisfaits, qui sont vraiment insatisfaits par la situation des choses. Alors à la fois leur position sociale, la manière dont ils subissent des violences symboliques de la part de leurs employeurs. Oui. Il y a un attaché parlementaire et puis une hackeuse. Oui, tout à fait. Et elle, ce qui la révolte, c'est l'emprise numérique qui est exercée à l'égard de femmes, en fait, qu'elle va aider, des femmes aux murmures inquiets. Et voilà, il y a d'un côté cette insatisfaction du monde et de l'autre, il y a cette conscience que c'est pas des grandes vies. J'ai pas sculpté des héros grandioses, Antoine, l'assistant, et elle, la pirate. C'est pas des gens qui ont une grande puissance d'action. Et pourtant, il faut qu'ils essaient de faire quelque chose puisque le monde ne leur va pas. Oui. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'on fait à une petite échelle ? Ouais. Vous faites une citation de Georges Bichot en ouverture. Vous dites, au fond, moi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, moi ? Et vous dites, c'est une multitude de moi et finalement une foule en avance. C'est-à-dire, on est une multitude. C'est ça, il n'y a pas un mois, dit la citation, il n'y a pas un mois, il n'y a pas 10 mois, il n'y a pas 100 mois. Et en fait, c'est toujours une sorte de moyenne et de position d'équilibre dans la foule. Sans les autres, il n'y a pas de première personne. La première personne est une fiction. Et donc moi, j'essaye aussi de raconter un livre, de raconter dans ce livre comment toutes les vies s'épaulent, s'entretissent, comment elles sont maillées entre elles, comment l'individualisme est la pire des fictions, la plus délétère des fictions, et comment il faut recréer du collectif. Oui, parce que alors, ces deux personnages, justement, ils sont engagés, on l'a bien compris, attachés parlementaires ou hackeuses, ils veulent changer le monde, ils veulent le modifier, mais chacun à sa manière. Mais au fond, ils vont, et comme vous le dites d'ailleurs, ça va s'entremêler, hein. Oui, ils vont s'aider. Finalement, ils ont tous les deux aussi, des domaines de compétences que l'autre n'a pas. Elle a une force quasiment entêtée. Elle est capable de repartir à l'action tous les jours, de pas se laisser désespérer par les à quoi bon, de pas sans cesse mesurer l'ampleur de ses actions à la grandeur de la théorie. Alors qu'Antoine, il est un peu écrasé, par cette théorie politique, par ses idéaux. Mais d'un autre côté, Antoine, lui, il a le langage. Antoine, il sait écrire des discours. C'est d'ailleurs ce qu'il fait pour son employeur. Il est principalement plume de ce député. Il sait agencer des arguments rationnels, et donc il peut aussi présenter l'action pour recruter et pour convaincre, ce qu'elle ne fait pas. Donc évidemment, voilà, il y a quelque chose dans leur discussion qui va créer du commun. Oui, et de cela, il y a donc aussi ceux qui vivent à la marge, hein, ceux qui ont choisi une autre vie. Et puis, il y a le monde de l'informatique, du piratage informatique qui se mélange aujourd'hui avec la politique. Le monde en devenir. J'ai lu quelque part, vous avez écrit ce livre dans un monde pendant qu'il se déroulait, en le suivant quelque part. Il accompagnait votre roman.
Oui, j'avais seulement quelques semaines d'avance sur mes personnages. Donc, chaque fois que quelque chose se produisait, que je trouvais un peu d'amplitude importante, j'étais obligée de me dire, ah ben mince, pas ça, il va falloir que je l'intègre. Donc, ça va changer, Donc, en fait, les gilets jaunes, par exemple. Mais voilà, les gilets jaunes, le moment où le Fouquet's a brûlé, etc. La manière dont l'irruption des gilets jaunes croisait ce mouvement de la marche du siècle, de cette inquiétude et de cette colère, en fait, climatique des générations plus jeunes, et tout ça, voilà, je l'incorporais au fur et à mesure, et je laissais ma ligne narrative être aussi déviée par ça. Je laissais mes personnages recevoir ces chocs-là, et ça m'obligeait à être surprise. Oui. J'ai dû lâcher le contrôle. Écrire sans recul. Au fond, revendiquer, dire voilà, j'écris sans recul. Écrire sur une matière première sur laquelle j'avais pas d'analyse. Et sur ça, c'est le contraire de ce que j'avais fait avec la première partie de l'Art de perdre, où finalement j'avais 60 ans de travaux d'historien, de sociologue, les témoignages de famille. Là, j'écrivais sur une sorte de présent qui est complètement fait du coup de sensations, quoi, où on est obligé de retenir son jugement parce qu'on n'arrive même pas à savoir ce qui se passe. Oui, au fond, qu'est-ce que la fiction ? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le mensonge? C'est ça que pose finalement le livre. Et comment on reconnaît des formes? Qu'est-ce qui fait que dans un mouvement, alors que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit Anonymous ou même des choses plus petites comme ces femmes au murmure inquiet, qu'est-ce qui fait qu'on se dit ah oui, là je vois de quoi il s'agit et je me reconnais là-dedans. Ce combat-là, c'est le mien. Qu'est-ce qui fait qu'au contraire on dit ah non mais ça me concerne pas, ou ça c'est mal, ça c'est quelque chose qui appartient à l'ennemi. Comment on reconnaît une forme quand la chose est juste totalement en germe? Comment on fait pour s'orienter dans le présent? Moi, je pense que je suis fascinée par ces gens qui arrivent à avoir des avis. Il se passe quelque chose. Comprendre tout de suite les choses qui arrivent au moment où elles arrivent. Il se passe quelque chose dans la journée, et puis le soir, sur un plateau comme le vôtre, ils donnent une opinion, puis ils disent ce que ça va donner. Moi, je me dis, j'aurais tellement peur de me planter, d'engager ma parole pour dire quelque chose de faux, et surtout je me sens tellement incapable de distinguer des formes quand je suis plongée dans un présent panique. Je voulais travailler sur ça, sur des personnages qui ne savent pas. Ouais, c'est beau le présent panique. Là vous étiez sur l'histoire et là vous êtes sur l'extrême présent. Oui, c'est ça. L'extrême présent. J'avais pas envie de refaire mon tube, j'allais pas faire tomber la chemise d'eau. Non, vous n'allez pas nous refaire tomber la chemise, mais ce qui est formidable, c'est que ce livre, finalement, nous dit aussi ce que vous êtes. Alors, on va vous voir seul en scène au Théâtre du Rond-Point avec « Je suis une fille sans histoire ». C'est vous, ça, vous êtes une fille sans histoire. Donc, je crois que dans ce spectacle, vous nous parlez de la magie de la vie, des spermatozoïdes, de toutes sortes de choses. Je parle de la manière dont nos sociétés sont tissées par des histoires, de la façon dont on pourrait avoir l'impression qu'en fait, savoir construire un récit ou analyser un récit, c'est bien pour les romanciers ou c'est bien pour les étudiants en fac de littérature. Mais en réalité, une immense partie de nos vies est faite d'histoires qu'on se raconte. Quand on croit avoir accès au réel, on a accès en fait au récit du réel. Et donc, c'est pas mal d'apprendre à les déceler, ces histoires, parce que ces histoires, elles sont pas tout le temps innocentes. Ces histoires, elles mettent en place des grilles de lecture du monde, politique, etc. Et notamment, la manière dont on apprend l'histoire de la reproduction à l'école, dans laquelle les spermatozoïdes sont courageux et véloces, et l'ovule est juste complètement immobile, impassible, enfin, à peine vivant. Ça raconte quelque chose aussi des genres. Donc, il faut apprendre à déconstruire les histoires qui nous ont tissés. Et puis, au fond, je reviens là-dessus, déconstruire ce qu'est la fiction de ce qu'est la réalité. Au fond, de se dire, vous parlez d'ailleurs du présent, vous dites le présent est un roman. Vous faites du présent une suite romanesque. Oui, moi ça me paraît être l'endroit le plus intéressant du roman, de dire finalement qu'est-ce qui est si différent, quoi, entre le récit que vous faites d'une journée que vous venez de traverser, ou la manière dont vous vous racontez vous-même ce qui vous arrive pour être capable de le comprendre, et ce que moi je fais dans une œuvre de fiction. Est-ce que tout le monde est vraiment capable de tracer la ligne de démarcation, ou est-ce qu'on n'est pas un peu dans le flou de part et d'autre? Et c'est aussi une des choses dont parle le seul en scène. Le fait que c'est pas vraiment deux mondes séparés malgré ce qu'on voudrait croire. Merci beaucoup, Alice Zeniter. Comme un empire dans un empire. Au fond, où est l'empire? C'est ça. Ce qui est l'illusion de... Est-ce qu'il existe un empire? Est-ce qu'il existe quelque chose qui va au-delà de tout? C'est une légende qu'on se raconte. Et c'est
le titre, il est tiré d'une citation de Spinoza qui dit que l'homme se pense dans la nature comme un empire dans un empire, et il a besoin de se raconter aussi cette légende de lui qui serait mu par un libre arbitre très puissant, comme ça, qui pourrait s'arracher aux règles qui gouvernent tout le monde, la planète, les autres vivants, mais pas l'homme. Et ça aussi, c'est une fiction. Mais c'est une fiction sur laquelle on a construit une énorme partie de notre philosophie européenne. Merci à les éditeurs. Lisez Comme un empire dans un empire. On y retrouve votre écriture, c'est flamboyant. C'est un livre qui d'ailleurs, votre public attendait, et qui rend heureux. Merci à les éditeurs d'avoir été là. Merci à vous.